Monsieur Alville, vous représentez l'Union européenne au Burkina. Vous avez suivi depuis mercredi les revendications du régime de sécurité présidentielle. Vous avez également suivi les développements et aujourd'hui cette manifestation. Votre réaction à ces derniers développements au Burkina? Oui, bien, ces événements depuis quelques jours confirment que une transition politique, c'est une transition fragile, toujours. Et je pense qu'elle restera fragile par nature jusqu'au bout du processus, parce qu'elle est elle-même un passage. Et c'est la raison pour laquelle nous, les partenaires européens et je dirais les partenaires du Nord de manière générale, nous sommes engagés en appui à cette transition, parce que nous considérons qu'elle doit aller d'abord et avant tout vers une mission qui est celle de préparer de bonnes élections, des élections crédibles et des élections dans lesquelles les gens se retrouvent. C'est-à-dire que ces attentes que les événements de la fin de l'année dernière ont manifestées avec beaucoup de conviction, elles doivent être satisfaites et elles doivent en même temps, bien sûr, être canalisées à travers un processus politique normal. Et le processus politique normal en démocratie, c'est d'abord de procéder à de bonnes élections. Et ça, ça doit être l'objectif. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur que peut-être ça bascule ces jours-ci ou... Ces jours-ci. Disons, on est extrêmement attentif, extrêmement vigilant et évidemment, d'une certaine manière, inquiet par rapport à tout comportement qui est de nature à remettre en cause cet équilibre instable que représente la transition. Donc, nos autorités, elles sont extrêmement vigilantes, attentives, parce qu'on ne souhaite pas que le processus déraille. Et donc nous voulons avoir un rôle positif. Nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas les acteurs politiques de ce pays, mais on doit inciter chacun à être à sa place. Les institutions ont été validées. Chacun à sa place, c'est-à-dire Chacun doit remplir son rôle. Les institutions de sécurité, notamment, sont destinées à assurer la sécurité, la protection du territoire et des populations, de manière générale. Et politiquement, l'avancée vers les élections, ça doit se faire à travers le dialogue, ça doit se faire à travers une bonne préparation des élections, que les gens puissent aller effectivement s'enregistrer à nouveau sur les listes, qu'ils soient conscients qu'ils ont leur destin en main, et ne pas être distraits par des événements qui sont des événements je dirais, secondaires en quelque sorte par rapport au processus et qui en tout cas concernent des groupes, des entités particulières, alors qu'il doit y avoir, je dirais, un intérêt général, une dynamique d'intérêt général. Et les partenaires que nous sommes se concertent et travaillent de manière unifiée. Et vous aurez noté que cette semaine, le secrétaire général adjoint des Nations Unies est venu, s'est exprimé, et je crois qu'il a fort bien exprimé ce que les partenaires de la communauté internationale pensent à cet égard. Ils ne vont pas tolérer toute entrave à la transition. Voilà, exactement. L'accent principal, c'est ça. Bien sûr, il y a un certain nombre d'autres missions de l'État. Il y a des attentes des populations en matière de justice sociale. Des actes ont commencé à être pris. Il est clair aussi que les vraies réformes, ce ne sont pas des choses qui se font en 2 mois, ni même en 6 ou 7 mois, qui est le temps qui reste pour la transition. Donc il y a des actes qui doivent être pris. La concentration principale des efforts doit aller vers une très bonne préparation des élections, encore une fois, pour que tout le monde s'y retrouve, puisse exprimer ses choix. Et les grandes décisions, elles devront être prises à partir des programmes des acteurs politiques, et ils seront jugés à ce moment-là sur leurs résultats. Alors, concrètement, quel est l'appui de l'Union européenne justement à cette transition? Alors, 3 choses. D'abord, nous allons continuer, et j'y reviendrai après, les actions, je dirais, normales d'accompagnement, de développement, de lutte contre la pauvreté, ça j'y reviendrai. Il y a 2 actions spécifiques. L'une qui va être un soutien aux élections elles-mêmes, un soutien financier aux élections, et puis la présence à travers une mission d'observation électorale pour, je dirais, donner confiance à tous les acteurs. Ça, c'est un premier aspect. Et on travaille par ailleurs à un appui budgétaire exceptionnel pour le pays, qui n'était pas prévu pour l'année 2015, un appui budgétaire exceptionnel pour cette année et l'année prochaine, dont nous souhaitons qu'une première tranche importante soit décaissée dans le courant de l'année 2015 pour justement permettre aux autorités de la transition de bien assurer leurs fonctions régaliennes et leur mission principale de service public. Alors, l'objet de cet entretien, on y arrive, c'est notamment la présentation du Fonds européen de développement, le 11e
actuellement, qui s'élève à 471 milliards de francs CFA. Quels sont les domaines que ça couvre exactement? Alors voilà, traditionnellement, l'Union européenne appuie le Burkina Faso en tant que pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, avec un instrument principal qui est le Fonds européen de développement. Et chaque fonds européen travaille sur un cycle de plusieurs années. Et là, nous sommes en train de passer du 10e au 11e Fed. En ce moment, c'est-à-dire pour l'année en cours et encore pour l'année prochaine, ce que nous continuons à faire et à décaisser repose sur les crédits du 10e Fed. Et donc nous allons continuer nos programmes en matière de décentralisation, d'appui à la secteur de la santé, etc. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est ce vers quoi on va aller. Jusqu'à présent, on a surtout parlé, je dirais, des actions de relativement court terme. Là, on est davantage dans le moyen terme. Et donc l'enveloppe globale qui a été retenue pour votre pays, elle concerne la période de ce 11e Fed. C'est une enveloppe indicative, ça veut dire par là qu'elle peut être modifiée, complétée en cours de cycle, comme ça a été le cas pour la précédente. Il y a 3 domaines principaux de concentration de cette action. La gouvernance, la santé et la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et ce sera complété également par une enveloppe spécifique en appui à la société civile. Et je dirais qu'il y a un autre complément sur lequel on pourra revenir une autre fois, qui est que nous avons également un programme régional pour l'Afrique de l'Ouest, y inclut donc le Burkina Faso, pour la même période, qui viendra s'ajouter au programme national dont nous parlons à titre principal aujourd'hui. Alors, vous avez dit que c'est un programme à moyen terme, notamment 2014-2020. Ça se décaisse comment? De façon annuelle? Si oui, est-ce qu'il y a un budget précis pour chaque année? Alors, pas encore. Il y aura des décaissements chaque année. Il y a plusieurs manières de décaisser. Donc, certains mécanismes seront des mécanismes systématiquement annuels, notamment quand il y a une aide budgétaire appliquée à un secteur particulier. Ça, ce sont des décaissements annuels qui sont soumis à un certain nombre de conditions, mais qui sont annuels, et d'autres qui sont liés au rythme d'avancement des projets. Si on regarde le processus actuellement en cours, on peut considérer que chaque année, en ce moment, l'Union européenne décaisse sous forme de dons environ 80 milliards de francs. Pardon ? Non remboursables. Non remboursables, de dons. Je dis en ordre de grandeur. Certaines années, ça peut être 75, d'autres, ça peut être 90, mais 80 milliards de dons chaque année. On va rester dans cet ordre de grandeur-là, appliqué à des secteurs qui ont fait l'objet d'un accord autour donc de la gouvernance, c'est-à-dire finalement la bonne gestion démocratique, la bonne gestion des fonds publics. Ça veut dire un appui au ministère des Finances, aux cours des comptes, aux organes de contrôle, à la processus de décentralisation, à la justice, à l'état civil, aux missions de souveraineté de l'État, mais en ayant un souci de bonne gestion des fonds et de garantie de processus démocratique, lutte contre la corruption, accompagnement des droits de l'homme. Ça, c'est un premier ensemble. Deuxième ensemble qui est le secteur de la santé, parce qu'on estimait indispensable de choisir un secteur social dans lequel nous sommes déjà engagés. Et donc là, ça veut dire à la fois aider les autorités à organiser une politique de santé, accompagner un certain nombre de mesures. Et par exemple, c'est une parenthèse, sur la crise Ebola, avant même la mise en place de ces programmes, on est en train de mettre en place un programme d'appui spécifique d'urgence qui montre notre capacité et notre volonté d'adaptation. Et puis le troisième grand volet, c'est autour de la nécessité de permettre à chacun de se nourrir pour vivre et de ne pas se trouver en situation de vulnérabilité. Donc, pour tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité, mettre en place des moyens autour de la production agricole, des filets sociaux, de la bonne nutrition, de la santé des jeunes enfants, etc. etc. C'est ça qu'on appelle, disons, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la résilience. Et donc, vous voyez qu'il y a des mesures qui sont à la fois très directement destinées aux gens et d'autres qui sont destinées à accompagner l'action publique de l'État, des collectivités locales et de permettre à la société civile d'être acteur du développement aussi. Alors, vous avez parlé de la société civile. Les fonds que vous avez pour la société civile, comment on y accède? Alors, au jour qu'il est, pour le prochain Fed, les mécanismes ne sont pas encore complètement arrêtés puisqu'on est dans la phase où on définit les points d'application, d'usage de nos crédits. Là, on a un montant initial qui est de l'ordre de 20 millions d'euros.
pour la société civile, il y a vraiment deux aspects. Il y a un aspect qui consistera en programme d'appui, d'accompagnement à la société civile elle-même, c'est-à-dire renforcement de capacité, aider à s'implanter dans un certain nombre de domaines ou dans certains espaces. Ça, c'est un premier aspect. Mais l'autre aspect, qui à notre avis n'est pas moins important, c'est de donner aux acteurs de la société civile un rôle dans la mise en œuvre de nos programmes. C'est-à-dire qu'ils seront des partenaires, acteurs d'une partie d'entre eux. Je prends un exemple, je pourrais en prendre d'autres, la décentralisation. C'est clair que bien évidemment, c'est un champ et une mission qui relève de l'État, au sens où on doit accompagner l'État dans sa propre déconcentration pour permettre une meilleure décentralisation. Mais il faut aussi que localement, les acteurs concernés, ceux qui ont vocation à représenter, à être des élus, soient formés et sensibilisés. Et donc, la société civile sera partie prenante comme acteur, tout comme elle pourra l'être à côté comme bénéficiaire d'un certain nombre de nos programmes.